Ça y est, là je suis en direct. Là ça marche, Anna. Voilà. Voilà. Donc nous avons une meilleure connexion. Nous sommes désolés de ce faux départ, mais nous avons eu un problème de connexion. Et donc j'ai dû changer de pièce pour pouvoir faire ce live qui va être sur la grossesse. Et nous allons discuter ce soir de la grossesse avec Camille CMX, qui est une fameuse Instagrammeuse qui nous donne plein d'informations sur la grossesse, qui nous témoigne de son histoire, son vécu, l'arrivée de son bébé, et avec laquelle nous allons pouvoir discuter. Et puis dans un second temps, nous pourrons discuter avec le docteur Thierry Harvé, qui dirige la maternité des Diaconesses, et avec lequel nous parlerons des infections et de la grossesse. Alors, il faut que je retrouve Camille. Camille, où est-elle? Voilà, vous êtes nombreux à participer à ce live. Voilà, nous allons nous connecter très bientôt. J'en profite pour vous parler de notre appli Nabla qui vous permet de poser des questions à toute une équipe médicale qui répond. Bon, téléchargez l'appli Nabla et vous allez voir, il y a énormément d'informations sur la santé de la femme et la possibilité de communiquer avec des spécialistes. Alors, oui Camille. Je ne vois pas Camille avec laquelle nous devons discuter. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent. Voilà, peut-être, ça c'est les aléas du direct, évidemment. Tout un tas de personnes qui me demandent de faire coucou. Et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à joindre Camille. Il faut que je la... retrouve pour qu'on puisse discuter tranquillement. Alors, plein de monde rentre dans la salle. Camille ne doit pas être loin. Comment ? Donc, alors, je vois les gens qui rentrent dans cet échange et on a quelques questions. Déjà des questions sur la grossesse et en particulier des questions sur l'allaitement. Peut-être qu'on abordera ça un petit peu plus tard. Des questions sur l'épisiotomie. Est-ce que l'épisiotomie est obligatoire ? Me demande Alice, puisque ça a l'air de l'inquiéter énormément. Donc l'épisiotomie, c'est une petite incision qu'on fait sur le périnée quand la tête du bébé est sur le point d'être extériorisée. Et c'est une petite incision qui est faite par l'équipe d'accoucheurs ou de sages-femmes et qui a pour but de protéger le périnée pour éviter une déchirure. Donc dans la majorité des cas, les accoucheurs et les sages-femmes évitent les épisiotomies et préfèrent diriger une petite déchirure qu'elles pourront suturer simplement, mais dans certaines situations, c'est mieux d'anticiper et de faire une petite incision qui sera nette et recousue très simplement. Donc il ne faut pas vous affoler. C'est une pratique qui est de moins en moins réalisée actuellement, mais qui garde sa place dans certaines situations. Je vois pas. Ça, c'est la question qui revient sur l'épisiotomie. Alors,
Camille qui était là tout à l'heure. Je ne la vois pas. Alors, je vais essayer de l'inviter. Voilà. Voilà. Est-ce que Camille nous a rejoint? Voilà, Camille est invitée. Ah, ça y est. On a réussi. C'est dur le direct, hein? Ah, les directs, ça ne passe jamais comme on le pense. On avait une connexion, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. D'habitude, on n'a pas de problème dans cette salle. Donc, voilà. Ouais, bon, c'est toujours les aléas du direct. Bon, j'avoue que chez moi, c'est la tempête, donc peut-être que ça joue. Mais, Peut-être aussi, ouais. mais Bon, ça y est, on est là. Ben, on est ravis en tout cas de pouvoir discuter ensemble oui, oui, et oui. pouvoir discuter de la grossesse. Ah bah oui, comme ça, on va pouvoir répondre à toutes les questions. Je vais sûrement apprendre des choses que j'aurais aimé savoir pendant la grossesse, mais c'est super. Ça va aider plein de femmes, donc c'est Bah ouais, c'est le but, c'est le ouais. but. Bon, Ah, du coup, je te laisse te présenter. Je te laisse te présenter pour nos followers à nous. oui, alors bonjour tout le monde, je me présente, donc Camille CMP sur les réseaux. Je suis la jeune maman de Gaspard qui a eu 5 semaines hier, donc avec son papa. Et donc Navla m'a proposé de faire un live autour des questions sur la grossesse et je trouve ça hyper intéressant parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau. Souvent, on connaît pas, on sait pas et on a toujours plein de Oui, bien sûr. et d'avoir une application qui nous permet de répondre à nos questions gratuitement par des professionnels de santé, c'est quand même hyper bien. Donc, je suis ravie de participer à ce live. Bon. Eh ben nous, on est ravis aussi de pouvoir échanger avec toi. Donc, moi, je me présente aussi. Je suis Véronique Cailleul, gynécologue obstétricienne depuis très longtemps. Je travaille dans un cabinet libéral, mais j'ai travaillé très longtemps à l'hôpital où j'ai pratiqué beaucoup d'accouchements simples et des accouchements plus difficiles, mais qui se sont terminés très bien dans l'immense majorité des cas. Et puis, j'ai fait aussi beaucoup de césariennes et je suis énormément de grossesses à mon cabinet. C'est une spécificité de ma spécialité que j'adore, de pouvoir participer à ces expériences inédites que les femmes vivent, puisque quand on a un bébé, il y a un avant et un après. Totalement. C'est Je vrai du que monde. d'abord, les filles d'aujourd'hui sont pas les mêmes. Et j'avoue que c'est beau en tant que gynécologue de participer aux accouchements parce que c'est quelque chose dont on se souvient toute notre vie. Et les professionnels de santé qu'on rencontre nous marquent aussi. Donc, on s'en souvient toute notre vie également. Bon, bah ouais. Et nous, on se souvient aussi de certaines histoires singulières. Et puis, c'est des tranches de vie qui sont incroyables. Même moi, je suis émerveillée à chaque fois. Quand je fais une échographie pour la première fois, enfin, la première échographie pour une nouvelle grossesse, je mets la sonde sur le ventre de la maman et je me dis, tiens, un nouveau. C'est fou. Comme à l'école où on dit, il y a un nouveau dans la classe, ben là, un nouveau. Voilà. Qui Le va corps montrer qui on est. est quand même magique de voir ce qu'on est capable de créer, à partir de quoi. Enfin, c'est impressionnant qu'en 9 mois, il y ait après un petit tête qui sort tout bien fait. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Le... Cellule après cellule. Ouais, Ah. absolument. Bon, ben, on est parti pour les questions. J'ai vu Allez. que vous avez déjà commencé à répondre à quelques-unes. J'ai répondu à une question sur l'épisiotomie d'une jeune femme qui s'inquiétait beaucoup de savoir. Enfin, ça reste très mystérieux cette histoire de l'épisiotomie. Donc, j'ai expliqué que c'est quand même quelque chose qu'on essaye d'éviter de faire. Alors qu'il y a quelques années, on nous expliquait pendant les études qu'il fallait faire des épisiotomies pour protéger le périnée des patientes. Maintenant, on s'est rendu compte que c'est pas nécessaire, qu'il vaut mieux une déchirure bien contrôlée par la sage-femme ou par l'obstétricien que de faire des épisiotomies systématiquement. Donc, on ne les fait que quand il y a une indication
qui est une indication subjective, enfin que l'accoucheur sait au moment où la tête va être dégagée s'il faut faire une petite incision ou pas. Donc, dans la mesure du possible, on évite, mais quand c'est nécessaire, on le fait sans arrière-pensée pour protéger et le périnée et le bébé. Pour ma part, j'ai eu une déchirure et ça s'est très bien remis. J'ai pas eu de douleur. Enfin, Ouais. ça s'est super bien remis. Par contre, j'ai eu une. Alors, à chaque fois, c'est pas une éraflure, c'est pas une égratignure, c'est une éraillure. Une éraillure. Je me trompe à chaque fois. Et j'ai eu plus mal à mon éraillure qu'à mes poings. Donc, une éraillure, la femme m'a dit comme une coupure de feuille. Et j'avoue que c'est ça le plus pendant une semaine que mes poings. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que cette zone-là guérit très bien. Oui. Et que dans l'immense majorité des cas, en une semaine, c'est réglé. Alors, quelquefois, les fils peuvent tirer au début. Donc, il y a des techniques qui consistent à enlever des fils, même quand c'est des fils résorbables, etc. Mais dans la grande majorité des cas, c'est un endroit qui cicatrise parfaitement bien, simplement et rapidement. Oui. Enfin, j'ai l'impression de la vitesse à laquelle je remis. Je m'attendais à pire quand. Non, en fait, ça se remet très bien. Voilà, certaines femmes ont des épisiotomies qui restent douloureuses plus longtemps, on est d'accord. Oui. Mais en fait, c'est quand même assez bien fait. C'est sûr, le corps est bien fait. La nature est bien faite, ouais. C'est ça. Alors, on est parti pour les questions qu'on a reçues. Dis-moi. Allez. Alors, difficultés et craintes dans les rapports intimes après accouchement. Alors là, c'est pareil. D'abord, encore une fois, le périnée récupère assez vite. Quelquefois, on est quand même un peu gêné par la douleur, mais il faut reprendre les rapports sexuels quand on le sent. Donc, la moyenne, c'est au bout d'un mois. Il y a des femmes qui ont des rapports plus tôt. Il y a des femmes qui sont quelquefois un peu inquiètes par les douleurs qu'elles peuvent ressentir. Et puis, passer les premières minutes qui sont éventuellement un peu douloureuses et puis avec de l'appréhension, elles se rendent compte que finalement tout se passe bien et qu'elles ont eu tort de s'inquiéter à ce point-là. Donc, les rapports, on recommence quand on veut, il n'y a pas d'indication, de contre-indication particulière. Après, il y a aussi l'idée qu'après un accouchement, on saigne. On peut saigner pendant une quinzaine de jours. On est fatigué, on est un peu meurtri, etc. Et donc, on n'a pas la tête à ça, on est préoccupé par son bébé, on est extrêmement fatigué. Donc, il y a des femmes qui n'ont pas une libido, qui n'ont pas envie de reprendre une sexualité rapidement. Mais il n'y a pas de contre-indication. Il faut le faire un peu comme on le sent. D'accord. C'est vrai que ça peut être une question. On se dit quand ça va se passer, comment voilà, avoir une petite approche. Il y a à s'écouter. Il y a beaucoup à s'écouter. Oui, c'est ça, il faut s'écouter. Ouais. Alors, j'ai vu une question dans le commentaire qu'on a eu par rapport à un gros bébé. Est-ce de ma faute potentiellement un déclenchement? Avec un gros bébé, non. Alors, est-ce que c'est de sa faute si elle a un gros bébé? Oui. Non, alors, un gros bébé, ça peut être... Un gros bébé, ça peut être lié à un diabète de la grossesse, à un diabète gestationnel, mais pas nécessairement. Il y a quand même des femmes qui ont des gros bébés, comme ça, c'est physiologique. On les déclenche parce que quelquefois, on considère que c'est plus... l'accouchement sera plus simple, mais c'est pas de sa faute. Enfin, bon, à part le diabète, il faut quand même faire attention à pas manger trop de sucre parce que ça fait quand même bien grossir les bébés. Donc, une femme qui arrive au 7e mois avec un bébé dont le poids est estimé supérieur à la norme doit faire quand même attention à son alimentation sur les 2 mois qui restent et en particulier au sucre pour éviter que le bébé ne grossisse davantage et que l'accouchement soit plus difficile. Alors, le piège, j'en profite pour rebondir là-dessus tout de suite, le piège, c'est les fruits. Et en particulier les fruits d'été. C'est-à-dire que les femmes enceintes, elles se gavent de fruits parce qu'elles pensent que c'est bon pour la santé, que c'est des vitamines de manger des fruits, et en réalité, c'est beaucoup de sucre.
Donc, l'été, moi, je recommande très vivement à mes patients de manger 2 fruits par jour et pas plus. Une orange pressée le matin, pressée par son amoureux, ça compte comme un fruit. Mais en tout Oui, cas, pas de smoothies et pas des fruits à outrance, même si les fruits d'été, les pêches, les melons, les pastèques, les abricots, tout ça, c'est délicieux. Le raisin en particulier, très sucré, il faut vraiment éviter. d'accord. Bon à savoir. Ouais. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Alors, jusqu'à quand faut-il continuer de prendre de l'acide folique? Alors, l'acide folique, ça se prend que jusqu'à l'échographie du 3e mois, c'est-à-dire 12 semaines d'aménorrhée. L'acide folique, c'est de la vitamine B9, c'est pour éviter les malformations du tube neural, donc les spina bifida. En France, les femmes sont relativement carencées. Euh, Aux États-Unis, par exemple, beaucoup d'aliments sont supplémentés en acide folique, donc on n'en donne pas aux femmes enceintes. En France, c'est pas la politique, donc on donne de l'acide folique en préconceptionnel pour recharger les batteries et surtout les 3 premiers mois de la grossesse pour éviter ces malformations qui sont des malformations graves et contre lesquelles on a un moyen simple de les prévenir. Mais après 12 semaines, le bébé est fabriqué, la colonne vertébrale et la moelle épinière sont terminées, donc il n'y a pas d'indication à le poursuivre. On l'arrête après l'écho de 12 semaines. D'accord. Donc après la première écho, la T1. 21, absolument. Alors, je fais de l'anémie à 7 mois de grossesse. Je suis végétarienne. Que faire? Oui. Alors là, quand on fait de l'anémie, il faut quand même faire attention parce que à l'accouchement, on va perdre du sang. Donc, on va aggraver encore l'anémie et être d'autant plus fatigué après la naissance du bébé. On aurait déjà plein de raisons d'être fatigué. Donc là, ça va être encore pire. Donc, quand on fait de l'anémie, il faut prendre du fer, des comprimés de fer. Et puis, on peut enrichir son alimentation en aliments riches en fer. Donc, les lentilles, les épinards, tout ce qui comporte du fer. En consommer le maximum. Enfin, il ne faut pas se gaver d'épinards, mais voilà, il faut essayer d'enrichir son alimentation en aliments, en légumes riches en fer, et puis prendre des comprimés pour être supplémenté. Sinon, on est trop fatigué après l'accouchement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, beaucoup de questions avec des doutes et craintes à se faire vacciner pendant la grossesse. Donc, je pense Alors, qu'on on va. parle de grippe ou la Alors, grippe ou le ouais. Covid. Donc, les vaccins. Les vaccins sont bien connus maintenant chez les femmes enceintes. Donc, les vaccins qu'on recommande, c'est le vaccin contre la grippe l'hiver, parce que la grippe chez la femme enceinte, ça peut être quand même sévère, ça peut être vraiment problématique. Donc, le vaccin contre la grippe est vraiment recommandé chez les femmes en même temps que tout le monde quand le vaccin arrive au mois d'octobre et jusqu'à la fin de la séquence de vaccination, c'est-à-dire la fin de l'hiver. Pour ce qui est du vaccin contre le Covid, on va en parler tout à l'heure avec le docteur Harvey qui connaît très très bien le sujet, mais les recommandations officielles, c'est de vacciner les femmes enceintes. C'est-à-dire qu'on a on n'a pas tellement de recul dans le temps, mais on a quand même vacciné des centaines de milliers de femmes dans le monde, donc on les connaît quand même ces vaccins. Enfin voilà, il y a maintenant pas mal de bébés qui sont nés de ces mères vaccinées. Il y a des bébés qui ont été examinés in utero, enfin avec des échographies. Il n'y a pas de malformation qui a été recensée. Par contre, on sait que le Covid chez une femme enceinte, ça peut être dramatique, dramatique pour la maman. Et si on est obligé de faire naître l'enfant pour sauver la vie de la maman, s'il est à un terme acceptable, ça va, mais s'il est très prématuré, c'est quand même vraiment vraiment dommage. Hein. C'est sûr. Et donc, les sites officiels scientifiques reconnus, etc., recommandent de vacciner les femmes enceintes. Donc, en pratique, on peut les vacciner dès le début de la grossesse. Par précaution, on dit à la fin de l'embryogenèse, donc à la fin du premier trimestre. Mais une femme enceinte qui aurait été vaccinée sans savoir qu'elle était enceinte, c'est pas un problème. Oui. Alors, ensuite, est-ce grave si je ne souhaite pas allaiter? Mon bébé peut-il être impacté? Ben non, c'est absolument pas grave. Ça, c'est comme on veut. C'est-à-dire que l'allaitement maternel donne au bébé des anticorps, donc c'est quand même intéressant de le protéger avec les anticorps de la maman le temps que son système immunitaire se mette en branle, mais c'est quelque chose de très intime, de très particulier, une relation charnelle voilà, certaines femmes ne supportent pas,
Et si une maman ne veut pas allaiter, son bébé sera nourri au biberon euh, et il sera câliné de la même façon et c'est pas du tout un problème. Il faut vraiment le faire si on le sent, l'allaitement maternel. Ça a plein d'avantages, mais ça n'a pas d'avantage si ça déplaît à la maman. Pour ma part, ça a été très très compliqué où j'ai pas fait ma montée de lait. Gaspard a un frein de langue, il s'endormait au sein et il prenait pas. Et donc il a été déshydraté. J'ai dû faire ma montée de lait avec un tire-lait. Ça a été 18 jours de galère à essayer de trouver des solutions. Tout. Et au final, le jour où j'ai arrêté, bah, ça a été une délivrance. Donc voilà, j'aurais beaucoup aimé allaiter, mais ça s'est pas fait. Et aujourd'hui, je suis la plus heureuse au biberon. Donc voilà, faut qu'on vienne. Mais après, il faut savoir que l'allaitement, pour qu'il se mette en place, il faut bien 15 jours, 3 semaines, voire un peu plus. Donc, Ouais. dans ton cas, voilà, il y a plein de raisons. Mais par exemple, ça peut être quelque chose à anticiper avec une sage-femme pour une prochaine grossesse, le préparer en amont. Bah, en fait, Voilà. j'avais une conseillère en lactation, j'ai vu ma chiro, mais en fait, il a pas, il t'était pas de la bonne manière, donc il a pas envoyé l'info, donc j'ai pas fait ma Ouais. montée de lait. Quand j'ai fait le tire-lait, le lait est monté direct, donc il y a eu les infos, et Ouais. t'étais pas, il prenait pas de poids, il t'était rien du tout, et quand je faisais au tire-lait, il y avait du lait, donc c'était vraiment, voilà, on n'a pas réussi, mais et après c'était opération et tout ça, donc voilà, ça s'est pas fait. Mais Bon. j'ai essayé et en tout cas il est au biberon et tout va bien. Bah oui, c'est bien. C'est parfait. Oui. Alors, le syndrome du baby blues me fait assez peur. Que faire si cela m'arrive? Bon, le baby blues, c'est quand même un phénomène naturel. Le baby blues, ça survient dans les 10-15 jours après la naissance ou entre la naissance et 10-15 jours. C'est un moment, je veux dire, l'accouchement, c'est quand même un moment d'une grande violence émotionnelle. C'est un truc très particulier tout d'un coup d'avoir à s'occuper de ce petit bébé qu'on a tant attendu et puis finalement qu'on ne connaît pas si bien que ça au début. Donc c'est beaucoup de bouleversements. Ça nous remet dans une place particulière dans le couple, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de ce petit bébé qui nous rend maman. Euh, plus la chute d'hormones, plus la fatigue de l'accouchement, des nuits, etc. C'est normal d'avoir un petit coup de mou. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, déjà, il y a le papa qui est là pour nous aider. Il y a éventuellement sa propre mère, grand-mère, les amis, et puis sinon, il y a des professionnels de santé, donc soit le gynéco, la sage-femme. Dans les PMI, il y a tout ce qu'il faut, des pédiatres, des psychologues, etc. Et c'est des moments au cours desquels on peut être accompagné par des spécialistes. Donc il ne faut pas être affolé. Le baby blues, c'est un phénomène physiologique d'adaptation. Nous aussi, il faut qu'on s'adapte à l'arrivée de ce petit bébé. Euh, voilà, et encore une fois, augmenté par la fatigue et tous les stress physiques qu'on a eus au cours de l'accouchement. Une période transitoire et qui n'est pas dramatique et qui peut être accompagnée. Ouais, voilà, je pense qu'il faut en parler, faut pas avoir honte, il faut le dire si ça va pas Ouais. et que de toute façon, il y a des solutions, que le temps passe. Moi, je sais que la chute d'hormones, j'ai eu 2, 3 jours où je regardais mon mari, je lui disais, je vais pleurer, mais je Bah sais oui. pas pourquoi. Et ça vient tout seul et tu deviens une fontaine. Je Ouais, absolument. pleure vraiment à chaudes larmes. C'était, ah, ah, ah. J'étais vraiment au bout de ma vie. Je ne sais pas Et pourquoi. Ouais. non, je savais pas. Et ça durait 10, 15 minutes. Et puis après, ça allait. Je sais qu'un soir, je me suis endormie en pleurant et je savais pas pourquoi. Et j'ai dit, bah, c'est le baby blues, il est là, ça va passer, ça ira mieux après. Et au bout de 3 semaines, ça allait beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Classique. On Mais va voilà, dire. faut le savoir que ça descend, les hormones, et que ça passe. Ça Et que passe. ça passe. Ouais. Alors, on m'a parlé beaucoup du cododo. Est-ce bon pour le bébé? Ouais. Alors, le cododo, c'est l'idée qu'il faut faire dormir l'enfant dans la chambre des parents. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le préconise, les pédiatres de la maternité aussi. Et l'idée, c'est que l'enfant ne dorme pas dans le lit des parents, mais dorme contre le lit. Alors maintenant, on peut louer ou acheter des petits berceaux qui sont complètement fixés au lit des parents. Mais sinon, on peut mettre le bébé dans son petit berceau à côté ou dans un petit couffin. Et l'idée, c'est que le bébé entend la respiration de la maman,
entend la présence de la maman et du coup régule plus facilement son sommeil, sa digestion, est plus rassuré. Et ce qui est préconisé maintenant, ça paraît bizarre par rapport à avant, mais c'est que les bébés dorment pendant les 6 premiers mois dans la chambre des parents et que ça diminue les risques de mort subite du nourrisson, ça qui est quand même quelque chose d'exceptionnel, mais que ça permet au bébé de s'adapter physiologiquement plus facilement que quand on le met au bout de 15 jours, voire directement en sortant de la maternité, dans sa chambre à lui. Donc voilà, il ne faut pas le mettre dans son lit. Après, on dit l'intimité des parents, etc. Bon, les parents peuvent avoir des moments d'intimité à d'autres moments que la nuit, ou bien éventuellement, le petit bébé se rend compte de rien. Hein. Oui, non. Nous, Gaspard est dans notre chambre, on a un petit couffin, il est à côté de moi, il est de mon côté. Pour le biberon qui est un peu tard ou un peu tôt le matin, c'est plus pratique que si je devais descendre et aller dans sa chambre. Et ça fait du bruit, un petit bébé, Ah c'est oui, marrant. ah oui, Mais oui. on apprend, par exemple, que bah, il pleure parfois dans son sommeil. Donc, si c'est pas un pleur insistant, on sait qu'il est en train de dormir. Les Et petits gémissements. oui, et puis parfois ça fait ah, et puis il n'y a plus de son. Donc c'est marrant. Mais Un petit gars qui a pris le virage. ouais, voilà. Mais enfin, nous, ça se passe super bien. Il a 5 semaines. Il nous C'est fait magnifique. des 22h, 5h, ou sinon il va faire 18h, 2h, et après 7h. Donc il a assez. Voilà. Ouais, non, c'est cool. C'est cool. C'est Et cool. on le voit bien, il est apaisé. Donc non, Oui, pour bien ma sûr. part, super. Le cododo, et on dort Ouais, très bien. Ça très va. bien. Ouais. Alors, j'ai du mal à faire garder mon enfant. Que faire? Alors, ça dépend. S'il a 18 ans, c'est un problème. Si- Sinon, c'est normal d'avoir du mal à laisser son bébé. Et probablement, c'est pas mal de le garder, de pas le confier dans les premiers mois. C'est-à-dire que des bébés dont on s'occupe non-stop, on a l'impression d'être dépendant ou de le rendre dépendant. Mais en réalité, Oui, quand on l'a tout le temps avec soi, ça le rassure. Ce sont des petits bébés qui sont rassurés parce qu'ils savent que leur maman est là ou leur papa est là et qui après partent dans la vie très tranquillement. Donc, la première année, avoir du mal à le faire garder, c'est pas aberrant. On n'est pas obligé de se séparer, de le faire garder. Même qu'on peut le faire garder euh, pour aller au cinéma pendant 2 heures ou pour aller au restaurant, mais le faire garder plus, enfin, que ce soit difficile, c'est tout à fait normal. Et en oui, effet, c'est recommandé de le garder avec soin. complètement. C'est pas, c'est normal. Alors, euh, comment se retrouver en tant que femme après un accouchement? Ah, alors ça dépend dans quel délai. Oui, C'est-à-dire que la première année est quand même compliquée. Physiquement, on n'a pas encore retrouvé tout à fait ses formes, on garde un ventre ramolli, on est plus fatigué parce que les nuits sont plus difficiles, on est préoccupé, on est plus préoccupé par son bébé, ça c'est normal. Moins force, beaucoup de femmes sont beaucoup moins préoccupées par leur mari, par leur vie de femme la première année, et tout ça est normal. Et ça se refait progressivement quand l'enfant devient plus indépendant au sens où il est moins vraiment dépendant de sa maman ou de son papa. Euh, Quand on peut le mettre dans sa chambre, en effet, quand on recommence à avoir une vie de couple, voilà, qu'on ose le laisser pour sortir avec son Jules. Euh, voilà, quand on se sent prête à se différencier de ce petit bébé. Et les choses se font assez naturellement, mais il ne faut pas être inquiet si pendant les premiers mois, voire la première année, c'est un peu compliqué de retrouver une vie uniquement de femme. Il y a pas de règle et il n'y a pas de problème à ce que ce soit compliqué les premiers mois. toujours s'écouter, et le temps passe et les choses se font, donc ne pas Voilà. s'inquiéter. Et en discuter avec son conjoint, voilà, qui doit pouvoir comprendre que sa femme, même s'il la désire, voilà, elle est en ce moment un peu plus préoccupée par le petit bébé qui vient d'arriver. Mais Oui. c'est des choses qu'il faut dire parce que sinon ça peut être sujet à des conflits dans le couple. Ah oui, un enfant, faut en parler, et il faut mettre les choses sur table et discuter et pas garder pour soi, parce que sinon la cocotte elle monte et après ça passe pas.
Mais non, moi personnellement avec Kylian, on parle beaucoup et on se dit beaucoup les choses. On échange sur tout, comme ça on avance tous les deux et on a la même vision et il comprend que parfois c'est pas facile. Il assume et fait son rôle de papa où il me relaie beaucoup. Voilà, donc on trouve notre rythme et ça s'installe au fur et à mesure. Bon, super. Eh bien, on Bah, a c'est fait bien, hein. une question, On c'est a fait- top. Je vois un petit Bon, commentaire. Jusqu'à quel âge recommandez-vous le cododo? le cododo, il est recommandé jusqu'à 6 mois. Dis-moi. Ouais. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'OMS et les pédiatres de maternité. En gros, c'est ça. Et on va finir sur une autre petite question. Est-ce que mon bébé aura des anticorps si je me fais vacciner? Ça dépend. En tout cas, il sera moins à risque d'attraper le Covid parce que la maman n'attrapera pas le Covid. D'accord. Ça fait un bon sujet Oui. pour le live. Il aura au début, ouais, il aura au début les anticorps de sa maman qui va ensuite éliminer. Mais au début, oui, il aura les anticorps de sa maman. D'accord. Ah, je vois Ouais. une question que je me suis posée. Que faire si mon bébé demande des doses de lait bien plus que celui qui est conseillé? Alors, moi, mon médecin traitant m'a dit, c'est à la demande. C'est-à-dire que si tu vois que ton bébé a faim, l'instinct maternel ne se trompe rarement. Donc, si tu vois qu'il a faim, tu lui donnes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment des questions de pédiatre ou de médecin généraliste, hein. Ouais. Moi, je m'occupe des mamans. Mm. Donc après l'alimentation des bébés, c'est vraiment la partie de mes collègues pédiatres, Voilà. ou des sages-femmes d'ailleurs, ou des Ouais. voilà, Et qui de savent ça très bien. sur l'application, vous aurez plein de médecins pour répondre à toutes vos questions. Oui, c'est ça. Vous pouvez continuer à poser vos questions. On sera demain toute une heure. Et d'ailleurs, on est tous les jours une grande équipe médicale, médecins, sages-femmes, gynéco, ostéo, diététicienne pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à télécharger l'appli Nabla. Voilà. Et comme Voilà. ça, Et un télécharger ou par vos tous les jours, on répondra voilà, à vos questions. Voilà. Si donner du lait de vache entier au bébé, à partir de quel âge? Demain, Mégane, n'hésite pas à te connecter sur l'application, à poser ta question. C'est en toute confidentialité. Et comme ça, tu auras une réponse précise qui te sera personnalisée. Voilà. Et on peut même poser des questions de façon anonyme si on ne veut pas mettre son pseudo. Parfait. Bon, bah voilà. Comme Voilà. Et nous, on répond. Voilà. bah, merci beaucoup en tout cas. Eh ben, merci à toi. C'était super de pouvoir On a, faire cet échange. De voir cet échange. on a répondu à toutes nos questions. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas avec l'application, ça vous aidera pour n'importe quelle question médicale. Voilà, vous téléchargez. À un moment, vous avez une question, vous l'écrivez, c'est gratuit et des professionnels de santé vous répondent. Voilà. Parfait. Eh ben, écoute, bonne continuation. Bravo pour ton petit Gaspard. Et à une Merci. prochaine fois. Si jamais j'ai une question, n'hésiterai pas à vous contacter. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pas de problème. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Donc, maintenant, nous allons connecter avec Thierry Harvey, qui dirige la maternité des Diaconesses à Paris et qui va nous donner des informations médicales sur les infections et la grossesse. Voilà. Alors, voilà. Il est probablement en train de se connecter. Voilà, le voilà qui a. Eh ben voilà, salut Thierry. Moi, je suis vachement bien sapé là. Attends, alors, attends, je vais essayer de faire plus joli. T'as mis une Euh, chemise? Non, tu rigoles, une chemise, pourquoi pas une cravate aussi? J'ai un t-shirt, c'est tout, c'est déjà bien. Ouais, merci. Tu m'entends? Ouais, très bien. Ouais, voilà, moi, je t'entends aussi. J'ai bien écouté tout ce que vous avez raconté là toutes les deux. Je peux faire une ou deux remarques, j'ai le droit de dire quelque chose Droit. Je sais ce que tu vas dire. pour le faire? On te l'a dit dans l'oreille? Ah, Non, alors le truc du fer, j'ai rien contre les gens qui sont végétariens. Au contraire, ils font ce qu'ils veulent. Les mecs peuvent se permettre d'être végétariens. Ils n'ont pas de règles, pas de grossesse. Les nanas, vous avez des règles et des grossesses. Et le fer végétal n'est pas du tout absorbé ou très peu par l'espèce humaine.
dont on fait partie, toi et moi. Donc, tu peux manger ce que tu veux comme lentilles, à part de faire des copeaux avec la boîte et d'essayer de l'avaler. Ça va pas beaucoup augmenter ton fer. La deuxième des choses, il y a plein de fers qui sont disponibles sur le marché. Et il y a un gros papier qui est sorti en 2019. Tu sais, tu passes ton temps à lire les journaux des mathos, qui montre que le fait de prendre du fer un jour sur deux, ok, c'est bien mieux absorbé que si tu prends du fer tous les jours. Et en particulier, à un moment, il y a des fers qui sont à libération prolongée par rapport aux fers à libération immédiate, donc vaut mieux préconiser les fers à libération prolongée. Il y a une dernière chose qui est un excellent produit qui malheureusement n'est pas totalement disponible, en tout cas c'est disponible en parapharmacie ou autre, parce que les Chinois ont piqué tout le marché italien, ça s'appelle la lactoferrine et c'est un super produit. Donc voilà, ça permet de remonter le fer, aussi bien qu'en prenant du fer, j'allais dire, qu'est-ce qui m'a répondu? Enlève tout. Laurent Landowski. Enlève tout. C'est pour qui? C'est pour toi ou c'est pour moi? Bon, voilà. Donc, je trouve ça sympa d'être là. Après une bonne journée de boulot, j'ai bossé comme un taré à la matière, comme d'habitude. Bon. Bon, voilà. Vas-y. Voilà, dis-moi, et les questions sur attaquons tout de suite sur le Covid. Alors, Et vas-y. je viens de dire un mot, mais c'est très spécialisé là-dedans. Alors, ouais, donc, c'est assez basique. Première des choses, la question, faut-il se vacciner? La réponse, ce n'est même pas une question. Quand les gens disent c'est de l'ARN messager, ça va modifier le génome de moi, de mon enfant, il y a une espèce de généticienne un peu tarée qui a dû perdre son diplôme. C'est de l'ARN messager, donc il va arriver dans une petite bulle, il va se mettre dans les cellules, et après on va fabriquer des anticorps contre la protéine spike qui est autour. Et puis voilà, on va juste fabriquer la protéine et fabriquer des anticorps. Donc il va y avoir aucune modification du génome, ni de la personne, ni du bébé. J'ai été vacciné dans les premières vagues. J'ai pas la 5G, Bill Gates m'a pas appelé, j'ai pas des trucs qui poussent sur les côtés et je suis pas devenu un génie de la guitare. Donc je suis vraiment désolé. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Le Covid des femmes enceintes, c'est une vraie cochonnerie. C'est une maladie qui va faire des thromboses partout. Alors thrombose, je sais pas qui écoute, mais globalement ça bouche les tuyaux là où il faut pas. C'est un petit peu, ça te rappellera ce qu'on a vécu quand on était jeune, ce qui était les prééclampsies avec une microangiopathie thrombotique. Encore une fois, c'est un vocabulaire. C'est pour le t-shirt de Thierry. Ouais. Alors le t-shirt, c'est un t-shirt anglais. Je suis à moitié rose beef et puis voilà. Et je suis en short en consultation. J'ai pas changé. Ouais. Et pieds nus. Ouais. Je suis pieds nus en salle de travail. Tout le monde le sait. Pour une raison très simple, j'ai horreur de laver mes sabots. Et donc je trouve que c'est plus facile de laver mes pieds que de laver les sabots. Ça. Et au 1er juillet, je fête mes 40 ans de salle de travail. Ma première césarienne, 1er juillet 81. Je sais pas si tu vois comme opérateur. Ok, ça c'est fait. On n'en parle plus. Donc le Covid, simple. Mettez des masques dans les zones closes, ok. On sait maintenant que c'est une nébulisation. Virez vos masques quand vous êtes dans la rue. Si vous croisez quelqu'un qui vous tousse dessus, bah, vous tournez la tête. Faites-vous vacciner et puis vaccinez votre entourage. Et puis si jamais vous avez le Covid, bah, le traitement à l'heure actuelle, c'est de mettre un peu d'anticoagulant pendant une quinzaine de jours et puis voilà. Donc c'est assez simple. J'en dirais. Pardon? Quand on vaccine une femme enceinte, le bébé a les anticorps au début. Ouais, et encore. Il a des anticorps qui vont passer, ça va dépendre. Si elle fait des IgM, ça va pas passer. Si elle fait des IgG, ça va passer. Je rentrerai pas dans le débat des anticorps qui passent dans le lait. J'ai adoré ta réponse. Moi, ce que je dis aux femmes qui souhaitent pas donner le sein, je dis vous allaitez au biberon. Quand il y en a une qui me dit mais on me dit que je nourris pas mon gosse, je dis bah non, c'est sûr, vous avez rien dans le biberon. Et puis et dans le biberon, il n'y a pas de rhum, il n'y a pas de morito, donc c'est quand même du lait. Et allaiter, ça veut dire donner du lait, que ça soit artificiel, pas artificiel. On va pas faire dans le politiquement incorrect, mais je suis complètement d'accord avec toi. Un biberon qui est donné avec une maman qui est sereine, c'est tellement bien. Voilà. Mais on doit faire la promotion de l'allaitement maternel, ok. N'importe quelle espèce animale dit que le mieux pour le bébé, c'est le lait de sa mère. Une fois qu'on a dit ça, on a fini l'info. Donc voilà pour le Covid. Je croise les doigts pour qu'on s'en sorte un peu. J'ai eu la chance de sortir hier soir avec la fanfare de Paris 6 qui était à Montreuil. Waouh, tu vois, ça te rajeunirait, tu vois, la fanfare de Paris 6. Et ouais. Donc voilà, donc ça, facile. Alors, une autre question que les femmes enceintes se posent, la fameuse question, est-ce qu'on peut manger des sushis? Donc, c'est la question de l'hystériose. Ouais. Alors, la listériose, c'est rare, ça existe. On en a dans une matière comme la mienne qui fait 2500, 2600 naissances, une par an. Ok, se finit bien ou pas. Donc le ou pas, c'est ce qu'on n'a pas envie d'avoir.
La listériose, c'est avec les poissons fumés, etc. C'est avec la charcuterie qui a traîné et c'est avec les fromages à pâte persillée. Alors, fromage pâte persillée, ça, c'est pas le rouleau dans lequel il y a du persil. Ok, c'est tout ce qui est roquefort bleu, etc. Est-ce que la listériose meurt chez Picard? Non. La listériose, c'est une bactérie qui va être inhibée et qui va remonter en température vers 10-11 degrés. Donc, est-ce que je dis non pour les sushis? En vrai, je dis bah vous les prenez surgelés, vous les mangez à peine ils sont dégelés, peut-être là il y a moins de risques. En vrai, la grossesse, ça dure 9 mois. C'est un temps court pendant lequel, si vraiment on a envie de manger des sushis, on les fait cuire. Alors tu vas me dire, tu as déjà mangé des sushis cuits? Bah non. Par contre, si on a une envie folle de saumon fumé, ça c'est la question qui arrive régulièrement au moment de Noël. Mais docteur, comment je vais faire si je peux pas avoir de saumon fumé à Noël? Donc là, à un moment, je suis un peu désagréable et je leur dis qu'il y a des gens qui meurent de faim, que leur problème, c'est pas de savoir s'il va y avoir du saumon fumé, c'est de savoir s'ils vont avoir à manger demain et après-demain. Et le saumon fumé, on peut le mettre dans des pâtes, ça fait, tu vois, la place des lasagnes ou à la place de, tu peux faire des carbonara des carbonara au saumon. Mais globalement, je dis non pour les sushis. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu réac, c'est un peu machin. Mais une fois que tu as croisé Mysterios, t'as pas envie de la croiser de nouveau. Ah ouais, parce que c'est quand même exceptionnel, la listériose. Moi, je suis quand même. C'est rare, mais est-ce qu'on est obligé de manger des sushis? Non. Voilà. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Faut pas qu'il y ait de rupture dans la chaîne du froid. C'est le sushi qui a traîné, qui est un peu tiédasse du dimanche midi. Voilà, tu vois. Mais ah oui, allez-y, je leur dis, si vous voulez manger du saumon fumé, c'est pas compliqué. Vous le faites cuire. Et vous faites des pâtes au saumon, vous faites des lasagnes au saumon, vous faites une quiche au saumon. Non, mais c'est pas la même chose. Ouais, je sais, mais j'adore les sushis. Mais c'est comme ça. Après, voilà. Je suis pas détenteur de la chaîne du froid. Et vraiment, quand tu croises une listériose, parce qu'en plus, je sais pas si tu te souviens, mais la dose d'amoxicilline, c'est 200 mg kilo. Ok, dans le traitement. D'accord? Tu prends une femme qui fait 60 kilos, tu multiplies par 200 mg, tu fais 6 fois 2, 12, t'en es à 12 grammes d'amoxicilline. T'es pas à 3 grammes. Je suis pas très joueur. Voilà. Parce que j'ai quelques histoires récentes qui ne sont pas bien finies, donc j'ai pas d'humour là-dessus. De listériose. Ouais, l'hystériose. Voilà. On a récupéré un couple mère-enfant par les cheveux, enfin surtout le gamin, et il y en a qu'on n'a pas récupéré côté bébé. Voilà. Après, le dogme, c'est toute fièvre chez une femme enceinte égale consultation égale amoxicilline. Voilà. Donc, Ouais. si, mesdames, si vous écoutez, si vous avez de la fièvre, restez pas dans votre coin avec ouais, non, les antibiotiques, c'est pas automatique, je vais pas prendre de rien, je vais me soigner par les plantes, tant mieux. Mais fièvre égale, je consulte, je vérifie les urines et je pense listériose. Point. Fièvre, Voilà. ça veut dire température supérieure ou égale à 38,5. 38. Ouais, 38, 38,5. En ce moment, au-delà de 38, tout le monde a chaud. Mais 38,5, c'est j'y pense. Voilà. D'accord, Et puis comme ça, j'ai plus de sushis pour moi si les autres n'en mangent pas. c'est ça. Bon. Et Question. what else? Un petit mot Ouais. sur la tox et les Alors, recommandations. la toxo, comme moi, t'es passé un peu vers brune, etc. Donc, t'as été élevé, moi j'ai été élevé chez Dafos, j'ai vu les prélèvements de sang fœtal. Donc, la toxo, c'est plus que c'était. On est le seul pays qui le dépiste. Là encore, combien je vois de séroconversion de toxoplasmose? Une tous les 2 ans. D'accord? Donc, faut se détendre là-dessus. Donc, mesdames, si vous êtes négatif pour la toxo, le monde ne s'écroule pas. Votre ami, c'est le rayon surgelé. Alors, un jour comme ça, je me souviens, j'ai dit, votre ami, c'est Picard. On m'a dit, arrête de faire de la pub. Je suis désolé, je suis comme toi, je suis quelque peu parisien. Les surgelés, pour moi, c'est Picard. Donc, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez chez Picard. La viande est sécurisée. Ouais. Plus vous allez cuire la viande en disant, ouais, je veux de la viande très cuite, moins vous aurez de fer. La cuisson en mode ragoût, 25% de fer en moins. D'accord? Donc ça, c'est assez clair là-dessus. Donc, vous avez envie de manger de la viande, mais oubliez la toxoplasmose, vous allez chez Picard. Vous voulez manger un tartare, mangez-le chez Picard. C'est pas très bon, c'est de la viande surgelée, mais il n'y a aucun risque. Deuxième chose, lavez la salade vous-même. Ne mangez pas de salade à l'extérieur. Ouais. Gavez-vous de salade que vous avez lavée correctement. Après, il y a les fraises en ce moment. Vous les lavez. Ou sinon, vous faites une tarte aux fraises, c'est cuit. Vous faites une tarte aux framboises, c'est cuit, etc. Puis voilà. Donc, c'est pas. Après, l'autre danger, c'est au secours, j'ai un chat. Très bien. Ce qui est dangereux, c'est les crottes de chat. C'est pas autre chose. Le chat en soi, il arrive sur vos genoux, il va vous griffer un peu, il va rien se passer. Vous n'allez pas choper la toxoplasmose. Ce qui est dangereux, c'est les crottes de chat. Donc,
vous faites changer la litière par votre Jules. Si vous allez dîner chez des copains qui vous disent, bah, tant que tu es là, est-ce que tu peux changer la litière du chat et tu descends à la poubelle? Je leur réponds, vous changez de copain. OK? Quand on est invité chez des gens, on ne descend pas les poubelles. Voilà. Donc, on oublie, on oublie, on oublie, on oublie. Donc, Alors, la chose quand même importante en particulier, les rares femmes qu'on voit qui se contaminent, c'est vraiment la salade. Donc, il ne faut pas manger de la salade quand on n'est pas chez soi, si on n'est pas c'est immunisé. la salade ou c'est quand à un moment vous ne dites pas que vous êtes enceinte à la belle famille et que vous avez une côte de bœuf, et là, je suis pas sûr que ma belle-sœur écoute, mais quand on est enceinte, on le dit. Ou alors on dit non, je veux pas de viande, ou tout d'un coup on s'en aperçoit parce que ah bah tiens, tu prends pas d'alcool, bah non, j'ai pas envie. Ok, c'est bon, t'es enceinte, t'es toxo moins, eh ben tu demandes qu'on te cuise la viande et la côte de bœuf qui est à peine cuite, bah c'est non. Voilà. C'est aussi simple que ça. Non, il y a les petites côtes de mouton aussi. Ok, souvent c'est la salade, mais la petite côte de mouton, tu vois juste retourner. Alors je vois une question avec marqué le CMV donne de la fièvre et aussi fait des dégâts. Alors là, on va un peu taper dans les fourmilières. Il y a plein de gens qui disent le CMV, ça se dépiste pas. Nom de Dieu, lisez les papiers qui sont sortis de chez Necker. Ok. Il y a des papiers avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Le CMV, on fait une sérologie en début de grossesse. Si on est négatif, on apprend de nouveau, mais merci la Greta China, merci le Covid, à se laver les mains. Ok. Il y a de l'eau, il y a du savon. Ne mangeons pas sur les couverts de la terre entière. Ok. Quand vous avez un enfant en bas âge, que vous êtes négatif pour le CMV, voire même si vous êtes positif, les réinfestations, c'est exceptionnel. Vous goûtez, vous donnez à manger à votre gamin, et après, par contre, c'est votre bonhomme qui finit le plat. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est pas très difficile. Un gamin en bas âge, ça fait pipi dans la couche, etc. Lavez-vous les mains. On a l'impression que les gens, à l'heure actuelle, découvrent que le savon existe, qu'on peut se laver les dents, qu'on peut se moucher dans autre chose que dans le vieux mouchoir plié dégueulasse qu'on a dans la poche. Mais non, on se lave les mains et après, il n'y a pas de souci. Voilà. Le CMV, ça se transmet par les petits-enfants qui sont gardés en collectivité. Donc, typiquement, l'aîné d'une maman qui attend un deuxième enfant. Voilà. Et le petit gamin est contaminant le plus souvent quand il est enrhumé. Il est contaminant par le nez qui coule, la salive, les larmes et les urines. Voilà. Donc, il faut éviter le contact avec tout ça. Donc, pas manger dans la même cuillère que lui, pas goûter la purée dans sa cuillère. Et bien se laver les mains après l'avoir changé. Et éviter les bisous baveux. Exactement. Et il y a à l'autre bout de la vie, les personnes âgées, on a le droit à un moment d'être un peu genre aide à domicile de ses parents parce que tout d'un coup ils sont un peu vieux et qu'ils sont un peu souillés, que machin, etc. Et ben là aussi on se lave les mains. Ok, il y a pas mal de CMV dans les EHPAD, etc. Ok, donc là aussi c'est globalement tout ce qui coule de quelqu'un, on se lave les mains. C'est pas difficile. Lavage des mains, lavage des mains. Le savon c'est en vente libre. Ok, quand il y a eu le début du Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont rués sur le papier toilette, sur le riz. Mais personne s'est rué sur le savon pour se laver les mains. Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. Nous, on a l'habitude, on se lave les mains 200 fois par… Ouais, on trouve ça complètement naturel de se laver les mains, mais apprenons aux gens à se laver les mains. C'est pas très, 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 très compliqué. Donc voilà, pour le CMV, c'est assez basique là-dessus. Et il y a une question, quand on est immunisé contre la toxoplasmose, on n'a plus besoin de faire attention. Ça, non, c'est pour la vie. Et là, je suis encore une fois, scandalisé n'est pas le mot, mais atterré de nos collègues qui redemandent chez une femme qui est toxopositive une sérologie de toxoplasmose à chaque grossesse. À moins de contribuer volontairement au déficit de la sécurité sociale, c'est pas utile. Pareil pour la rubéole. Ok, quand on est immunisé pour la rubéole, c'est fini, c'est pour la vie entière. Donc, on ne redemande pas parce que tout d'un coup, en fonction des laboratoires, en fonction des sérologies, on va avoir des taux qui vont être pas exactement les mêmes et les gens vont dire « Ah mais oui, mais là, je dose ». Et nous, on a l'exemple habituel pour les sérologies de rubéole qui sont limite en ville ou les toxoplasmoses qui parlent de zone grise. Et tu te souviens de ton passage à Brune, il n'y a pas de zone grise. C'est oui, c'est non. Ok. Dans ces cas-là, on fait un dosage hospitalier et si c'est positif pour la toxo, on n'en parle plus. N'en déplaise au laboratoire de ville. Voilà. Simple. Alors donc j'ai un peu parlé de l'acide folique, mais là aussi c'est ton grand dada, l'acide folique. Alors ouais, donc l'acide folique, c'est pas que c'est mon dada, enfin ouais, c'est mon dada. Donc l'acide folique, ça se prend en préconceptionnel, Et je suis encore une fois, j'adore être scandalisé par le truc des 1000 jours.
Les 1000 jours, ils disent c'est les 1000 jours de la vie de l'enfant, sauf qu'ils n'ont pas été foutus de parler du préconceptionnel. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas dire oui, mais vous comprenez, dans les procréations particulières, dans les IAC, dans les IAD, j'aurais dit, mais une grossesse, ça se prépare. Donc, c'est minimum 1 mois avant et jusqu'aux 2 mois, jusqu'à 2 mois globalement, c'est facile, c'est jusqu'à l'écho du premier trimestre. La dose, c'est 0,4. À part éventuellement chez les gens qui ont un traitement antiépileptique où on peut donner une dose plus importante. Voilà. C'est assez facile. Sinon, il y a un facteur non confondant qui est la vitamine B12 et en particulier chez les végétariens. Alors, les végétariens, ils vont te dire, la vitamine B9, j'en prends plein. Alors, pour la petite histoire, 0,4 d'acide folique, c'est une cagette de brocoli. Je répète, une cagette de brocoli. Qui mange tous les jours une cagette de brocoli? Personne. Donc, on se supplémente parce qu'on est carencé. Le monde entier est carencé. Par contre, si on est végétarien, on se rajoute de la B12. Ok, donc ça, c'est dans les compléments multivitaminiques, c'est important, et c'est non confondant. Le risque d'une anomalie de fermeture de colonne vertébrale, c'est 1,4 pour 1000. Quand on prend de l'acide folique tout court, on descend à 0,3 et quand on rajoute de la B12, on descend à 0,2. C'est une réduction de 75% du risque. Et là, je m'adresse à tout le monde qui va faire les soldes bientôt. Si tout d'un coup, vous avez marqué moins 75%, vous vous ruez sur le truc. Donc, ok, moins 75% d'anomalie de fermeture du tube neural grâce à l'acide folique. Le deuxième moment où on peut être amené à prendre de l'acide folique, c'est en cours de grossesse plus tard. Lorsqu'il y a une anémie, on traite toujours avec et du fer et de l'acide folique. Ok, le fer ne va pas changer son absorption grâce à l'acide folique. Par contre, quand on va fabriquer un globule rouge, au début, il y a de l'ADN et il faut de l'acide folique pour l'ADN. Donc, les laboratoires qui disent prenez que du fer se trompent, il faut donner du fer et comme n'importe quel traitement d'hémato, il y a toujours de l'acide folique en même temps. Mais là, on est à un autre moment et on est à 5 mg. Ok, donc du fer, de l'acide folique, le fer le soir et un soir sur 2. Voilà. Et Je t'écoute. l'acide folique, c'est pour la prévention des malformations du tube neural, donc des spina bifida. Et autres, le spina bifida, c'est juste un tout petit peu. Il y a les anencéphalies, il y a les acranies, enfin, il y a plein de choses extrêmement désagréables qui aboutissent 99 fois sur 100 à une interruption médicale de grossesse. Quand on regarde des pays limitrophes, tu prends la Hollande, ils ont moins de soucis parce que la hollandaise est plus compliante. Et il y a surtout une chose que n'arrivent pas à faire nos collègues gynécos et sages-femmes, c'est la prescription préconceptionnelle. Quand tu fais une ordonnance pour la pilule, ok, c'est facile, eh ben, il suffit de marquer en cas d'arrêt de pilule pour désir de grossesse, débuter l'acide folique avant. Et c'est pas juste informer les gens. Si tu leur dis, voilà, le jour où vous voulez faire un petit, prenez de l'acide folique. Non. Prescription sur l'ordonnance. Quand tu fais l'enquête périnatale, et en particulier quand tu reprends les dossiers pour lesquels il y a eu des spinas, tu t'aperçois que 16% des femmes à qui on a retiré le stérilet pour un désir de grossesse ont eu une coprescription d'acide folique. Ah, c'est pas beaucoup. Et là, les bras t'en tombent. Tu vois une femme qui te dit retirez-moi mon stérilet, je veux faire un bébé, et qui ne sort pas avec une ordonnance. Je ne te parle pas de sortir avec un conseil, je te parle de sortir avec une ordonnance. Les bras m'en tombent. Et pas de bras, pas de chocolat. Non, mais c'est simple. C'est juste attristant. Mais c'est comme ça. C'est très important. C'est donc dans les alors dis-nous un mot des compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires, bon, effectivement, c'est mon codada, pour pas parler de cododo. Donc, dans les compléments alimentaires, l'acide folique 0,4, facile. Alors après, il y a une guéguerre entre l'acide folique et le quadrifolique. Il y en a un pour les mutations. On va se détendre. À partir du moment où tu prends de l'acide folique depuis 2-3 mois, tu as remonté tes niveaux, donc il faut se détendre de ce côté-là. Et puis, on n'est pas dans le monde de la PMA, qui est extrêmement sollicité par le quadrifolique. Enfin, deuxième complément, alors bon, en termes de fer, il y a 13 mg de fer. C'est pas beaucoup, ça correspond aux apports. Alors, il y a différents compléments dans lesquels il va y avoir des fers différents. Celui qui est le mieux absorbé, c'est du fer bisglycinate. C'est imprononçable. Bien. Tu vas avoir des compléments alimentaires dans lesquels tu vas avoir de la lactoferrine. Ça, c'est un petit bonus. Alors, si tu veux traiter une anémie, c'est 200. Le complément alimentaire, donc, que je ne citerai pas, contient 50 de lactoferrine. C'est un bonus, ce qui va permettre de faire que le fer qui est dedans va être mieux absorbé. Donc, du coup, tu auras moins de carence en fer. D'autres produits qu'il y a dedans, il y a de l'iode. Et ça, la carence en iode, elle est classique. Tout le monde passe pas son temps à manger du poisson de mer, etc. Ensuite, il va y avoir une carence en vitamine D. Alors, on vit en France.
tu regardes par ta fenêtre, il a fait un temps de cochon en Île-de-France, on est tous, pardon, carencés en vitamine D. Donc, soit un complément multivitaminique dans lequel il va y avoir de la vitamine D au coup par coup, soit une ampoule de vitamine D tranquillement au milieu de grossesse. Par contre, quand on va regarder des gens qui ont la peau un peu plus foncée, c'est-à-dire c'est pas toi, c'est pas moi. Quand en face de toi, tu as une gentille malienne, j'habite à Montreuil, tu vas lui donner beaucoup plus d'acide folique puisqu'elle a une peau foncée, pas d'acide folique, de vitamine D, puisqu'elle a une peau foncée et qu'elle habite à Montreuil, là où il n'y a pas de soleil. Voilà. Donc, c'est les petites choses. Après, on peut rajouter le sélénium et autres. Mais les gros trucs, c'est l'acide folique, la vitamine B12, l'iode et la vitamine D. Voilà. Super. Donc voilà, c'est bien. Et puis, une grossesse, ça se prépare. Après, c'est pas très difficile. Alors, il y a des grossesses surprises, j'entends bien. Mais quand on décide d'arrêter sa pilule ou d'arrêter d'utiliser des préservatifs et qu'on a envie de faire un petit, eh ben, on se met dans de bonnes conditions. On arrête de fumer les pétards, on arrête de se mettre de la coke dans le nez, on arrête de picoler comme un trou, etc. Et puis, si tout d'un coup, bah, on a ses règles, ça veut dire qu'on n'est pas enceinte. Là, on se prend 2-3 cuites tranquillement pendant les règles et les jours qui suivent. Et après, on dit j'arrête de picoler. C'est pas bien, je viens de faire la promotion de l'alcool, tu as vu. Bien. Ouais, et il faut arrêter aussi le tabac, hein, pas que les Et pétards. le tabac, c'est le premier facteur d'infertilité. C'est Ouais. écrit sur le paquet de clopes. Quand on reçoit, nous, des couples qui viennent consulter pour un désir de grossesse qui n'arrive pas, que le mec, il sent le cendrier froid, et la dame aussi. Tu leur dis, oui, mais on a bien vu sur les paquets. Oui, mais moi, je vous prends pas en charge si vous arrêtez pas de cloper. Allez voir un autre centre de PMA. Non, Voilà, c'est pas ça. les centres de PMA n'acceptent pas les gens qui fument. Ils leur disent, vous arrêtez de fumer d'abord, vous réessayez. Et Si, on les accepte en vrai, mais quand tout d'un coup, tu vois le spermogramme du monsieur et que tu leur dis, il est pas top, vous devriez arrêter de fumer. Regarde, il fait, c'est non. Vous avez des patchs, vous avez les Nicorette, vous avez plein de solutions. Je sais pas, allez vous faire voir chez l'acupuncteur. Il y a plein de solutions pour arrêter de fumer. Et en plus, ça leur coûte 10 balles par jour, 10 euros par jour à fumer et à être stérile. Ok, à 10 euros, je m'achète un CD. Hein. ben, ouais, ça se C'est fait que plus. Ouais, Ok, ça c'est ici. Alors c'est les vinyles, je sais. Voilà, mais je m'en fous, j'ai toujours mes vinyles. c'est bien. Et donc, je parlais aussi, tu sais, des compléments alimentaires, les cocktails là qui sont vendus, Oui, qui coûtent un peu cher, alors qu'en ouais. réalité, on est d'accord, les compléments dont on a besoin, c'est ceux dont tu viens de parler, qui coûtent très peu cher sur prescription, et même si c'est pas prescrit, mais les Ouais. cocktails où dedans du zinc, du sélénium, des acides gras, je sais pas quoi, Oui, c'est tout à fait. pas. Il n'y a pas de niveau de preuve scientifique suffisant. Voilà, on n'est pas aux États-Unis où, quand tu vas dans le rayon du supermarché, tu as tous tes cocktails vitaminiques. À côté de ça, quand tu as une femme qui est franchement végétarienne, tu sais qu'elle va être carencée en fer. Ok, pour peu qu'elle boive du thé, tu sais qu'elle va être encore plus carencée en fer. Donc à ce moment-là, tu vas essayer de lui faire la leçon au début, et là j'aurais tendance à la pousser vers celui qui contient de la lactoferrine en disant j'ai un bonus de ce côté-là. Ouais. Voilà, c'est tout. En fonction de la population que tu as en face de toi. Après, moi, je prescris de l'acide folique par boîte de 3 plaquettes, ce qui permet de réduire le temps les fois où tu vas chez le pharmacien, et du coup, le pharmacien il a moins de droits de dispensation. Bon, voilà. Et après, non, je suis pas pourvoyeur de cocktails polyvitaminiques. Mais, voilà, l'irlandaise, je vais lui filer de la B12 en plus, tu vois, parce qu'elle a plus de risques de défaut de fermeture du tube neural. Et quand tu as dit aux États-Unis tout à l'heure que le pain était supplémenté, tu sais qu'on essaye d'arriver à faire ça en France. Tu sais, je suis dans les groupes qui bossent pour le spina bifida. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Il y a un blocage au niveau du ministère. Je suis dans l'association Spina Bifida et autres handicaps. On a été reçus par les ministères, etc. On nous dit, ouais, c'est intéressant ce que vous nous racontez. Et ils te font, alors, 700 000 naissances, d'accord? Votre problème, c'est quoi? C'est 1,4 pour 1000, d'accord? Vous le dépistez à l'écho. Alors, tu essaies de leur dire que c'est pas très cool. Ils te font 1,4 pour 1000 multiplié par, ou même tu vas faire 1 pour 1000 multiplié par 700 par 700 000. Ils vont te dire, ça fait combien? Ça fait 700. Il dit, vous voulez qu'avec ça, sur 700 cas en France, on mette de l'acide folique dans le pain? Pour tout le Et monde. voilà la Ouais. réponse qu'on a. Voilà, c'est tout. Tu serais en Irlande, en Cornouailles, chez les Celtes, où c'est vraiment une plaie, ils ont pris ça à bras le corps. Mais en France, on fait des lois, on fait des décrets, on fait des textes, on fait des lois, on fait des décrets et on bouge pas. C'est comme pour le vaccin.
Alors, il y en a, il y a des questions, là, il y a marqué diabète, etc. Je sais pas, tu vois les questions, moi je les vois qui défilent. Alors, il y a une question. Je sens pas mon bébé bouger à 19 semaines. Ça, c'est normal. C'est normal, c'est votre premier. Et puis, Ouais. si vous avez un petit surpoids, peut-être vous le sentirez bouger un peu plus tard. Mais 19 semaines, si c'est un premier, c'est normal. Si c'est un deuxième ou un troisième, ouais, ça va pas tarder, il bougera demain matin. Ouais, c'est ça. Et alors après, un mot sur l'alcool. Alors, l'alcool, c'est zéro. Alors, à un moment, notre génération, tous les deux, on disait, ouais, un verre de Bordeaux, si. Bon, alors la mienne, d'accord. Ok, voilà. Merci. Ça, c'est petit. On disait, sans rire, qu'un verre de vin par jour, il y avait du fer. Si tu te souviens des vieilles questions d'internat, dans les tocolises, il y avait l'alcool. Ok, dans les vieilles. Ça, c'est quand mon père passait l'internat. Donc, c'est vieux. Ensuite, on a découvert que il y avait le syndrome d'alcoolisation fétale, donc pas d'alcoolisme fœtal, mais d'alcoolisation, et on n'est pas capable d'avoir une valeur seuil. En plus, les filles, vous dégradez moins vite, vous dégradez moins vite l'alcool. Et puis après, le petit qui est dans le ventre, il va faire comme une cerise à l'eau de vie. C'est-à-dire que toi, femme enceinte, tu vas aller mieux parce que tu vas avoir cuvé ton alcool, mais le petit, il va se faire des recirculations comme une cerise à l'eau de vie. Et donc, du coup, ça peut donner plein de soucis qui vont de rien jusqu'au syndrome d'alcoolisation fétale avec un QI c'est la première cause de retard mental acquis qu'on peut prévenir. Ok, tu as un enfant porteur d'une trisomie 21, pas de peau, tu as pris la dalle sur la tête, ça ne peut pas se prévenir. Alors que tu te retrouves avec un syndrome d'alcoolisation fétale, zut, on peut le prévenir. Donc voilà, alcool, c'est zéro. Zéro, 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 zéro. Voilà, dès qu'on sait qu'on est enceinte, voilà, c'est zéro. Je suis désolé, après, alors s'il y a des maris qui nous écoutent, les mecs, soyez sympas, n'ouvrez pas une super bouteille de Bordeaux, n'ouvrez pas un Pétrus devant votre femme qui peut pas le boire. Par contre, on peut mettre de l'alcool quand on fait la cuisine, c'est-à-dire que si on fait un bœuf bourguignon, l'alcool s'évapore. Voilà, mais aucun intérêt, parce que si on peut pas boire le vin qui va avec, je suis désolé. C'est pas bien. Voilà, et puis on met pas un mauvais vin on met pas un mauvais vin dans du bourguignon. D'accord. Donc l'alcool, c'est non. Le tabac, c'est non. Le tabac, idéalement, c'est non. Alors, quand tu regardes les papiers qui sont sortis sur le tabagisme, il y a, pour les nanas qui fument plus d'un paquet par jour, il y a un retard scolaire globalement d'1 an. Mais il faut savoir que ces enfants sont dans un univers, j'allais dire, de tabac avec plus d'otites, plus d'infections, plus de choses, donc ils vont aller plus souvent, vont avoir plus souvent de retrait scolaire. Voilà. Après le reste, c'est mieux de pas fumer. Enfin bon, pour le reste, il y a plus d'hypotrophes. Mais les gros soucis qu'on a eu nous avec le tabac, c'était dans le mode 2 paquets par jour. Voilà, tu vois, les CO-testeurs, c'était 30 parties par million, donc ça fait beaucoup. Mais bon, donc on déconseille quand même le tabac pendant la grossesse. C'est une évidence. Et non seulement on déconseille le tabac, mais on déconseille la vaporette. La vaporette, quand on vaporette, les gens disent oui, mais il n'y a pas de tabac. Sauf que c'est une combustion. Jusqu'à preuve du contraire, la vapeur, c'est une combustion. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La vaporette, c'est pas des brocolis. Donc voilà, la vaporette, non, c'est non. Si tu as entendu quelque chose derrière, c'est pas des brocolis, ouais, c'est ça. Il y en a une qui se marre à côté tranquillement. Donc quand tu as une sage-femme qui est pas loin qui dit la vaporette, c'est pas des brocolis, t'es mort là. Ouais. Donc voilà, le tabac, c'est non. L'héros, c'est non. La cocaïne, c'est non. Enfin, tout ça, c'est du bon sens. Après, toi et moi avons géré des toxicomanes quand tu étais à Saint-Antoine, moi à Thonon. Voilà, à nous d'essayer de faire en sorte de prendre en charge ces femmes qui ont des soucis au mieux. Voilà, et voilà. Mais pas de substances illicites. Et puis, il y a aussi un grand principe de base, c'est on ne prescrit rien à une femme enceinte, rien, pour lequel on n'est pas sûr qu'elle ait besoin. Ok? Ça s'appelle, est-ce que je prescris du spasfon? Non, niveau de preuve, zéro. Donc voilà, on va me dire oui, mais il y a du recul. Ouais, mais non, on ne prescrit rien à une femme enceinte pour lequel on n'est pas sûr de l'effet thérapeutique. C'est facile. Le Doliprane, c'est tout. Quand on a le Doliprane, virgule, c'est tout, mais le Doliprane peut avoir des complications hépatiques, donc l'auto-prescription, le auto, j'y vais, etc. Il y a une étude de cohorte un peu désagréable là aussi chez les Danois, avec un petit mini sur risque d'hypospad. D'accord? Donc, on prend des médicaments dont on a besoin.
Ok, si on a juste un peu mal au crâne ou qu'on s'est mis un coup de marteau sur le doigt, ok, temporairement, on se prend un Doliprane. Mais après, le français de base, il passe son temps à se médiquer. Tu vois, donc une femme enceinte, ça s'automédique pas. Voilà, ça regarde ce qu'il y a écrit. Alors, il y a le petit triangle, non pour les femmes enceintes. Il y a 2500 médicaments qui, du coup, ont le petit logo. Demandez à votre médecin, demandez à votre sage-femme avant de faire Ouais. n'importe quoi. Ouais. Bon, bah écoute, on a avancé. Bah, je sais pas, en tout cas, on n'a pas reculé, ouais. Ça, c'est bien. Non, On c'est a bien. bien avancé. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que t'as d'autres gens qui ont posé des questions? Là, je vois marqué diabète. Attends. Et quand je tourne les trucs, j'arrive à voir. Il y en a une qui dit, est-ce normal qu'on ne prescrive pas le test du diabète si le bébé est dans l'appart? Alors, les recommandations pour le diabète, c'est lorsqu'on est en surpoids, qu'on a plus de 35 ans. Les Euh, et millions. voilà. Et qu'on a fait un premier bébé très gros. Par contre, c'est vrai que s'il y a une prise de poids excessive et qu'à l'échographie du deuxième trimestre, le bébé est en haut des courbes, on a le droit de se poser des questions, surtout si la dame arrive avec sa bouteille de coca. J'ai vu marquer les antihistaminiques sans aucun problème à tous les moments de la grossesse. Ok, on est au moment des pollens, etc. Il n'y a aucun souci pour les antihistaminiques. Et je vous rappelle que le Donormil qu'on donne en début de grossesse, si jamais il y a des nausées, c'est un antihistaminique. Et là aussi, jamais de primpéran à une femme enceinte. Nom de Dieu, je vois encore des femmes enceintes qui vomissent à quand on prescrit du primpéran. Mais arrêtons de prescrire ce médicament qui ne sert à rien. Rien, rien. OK? L'acupuncture, si on veut. Les antihistaminiques, si on veut. Le gingembre, ça marche. Le ginger, exactement. Non pas dans la ginger beer. Voilà, tout ça, ça marche. Mais arrêtons de prescrire des trucs, des tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gaël qui dit merci. Leslie Hayat, mais ça, c'est autre chose. C'est une histoire autre. Vaccin Covid, j'ai dit qu'il fallait vacciner. J'arrive à tourner les trucs, là. Qu'est-ce qu'elle a marqué, elle? Tu vois d'autres choses sur le flux? Le CBD, puis après, on te laisse tranquille. Vaccin Covid, j'ai dit oui, vaccin, 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 mais oui, oui, oui. À quel moment? Principe de précaution au-delà de 3 mois, mais c'est un principe de précaution, je vais pas dire stupide. Voilà, Français. voilà, français. Alors, le principe de précaution qui me saoule encore une fois, c'est celui pour la coqueluche. Le monde entier vaccine les femmes à 32 semaines pour la coqueluche. Le monde entier. Okay, le monde entier. Et nous, l'espèce d'hexagone tout petit, on dit, ouais, principe de précaution, je vais vous vacciner après l'accouchement. Alors qu'une femme enceinte vaccinée à 32 semaines qui n'est pas dans les temps, elle va avoir son pic d'anticorps à la naissance du pied, ça va être un bonheur. Coqueluche, il faut vacciner l'entourage, c'est-à-dire papy et mamie, même s'ils ont fait la coqueluche quand ils étaient petits, il faut les vacciner. Ouais, je suis anti-vax, tu comprends, je crains rien. Ouais, bah tu viendras pas voir mon gosse, et surtout quand tu tousses et que tu mets pas la main devant ta bouche. Voilà, et tu mets pas de masque. Ok, on va masquer papy. De toute façon, papy, il est moche. Et puis mamie, elle a les poils qui poussent partout. J'adore dire des horreurs comme ça. Bon, écoute, on a fait Bah, le tour. ouais, c'est pas, on a fait le tour de ce que tu veux. Tu connais ma bavardise totale. C'est-à-dire que on peut y être à 4 heures du matin, on continue à tchatcher. Hein. Bon, écoute, je t'appelle, on va tchatcher. Je sais. Donc voilà, à un moment, je fais de la pub, mais ça, je suis pas censé la boire devant tout le monde. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Hein. Un grand merci, c'était super que tu aies nous donner toutes ces informations, ces Écoute, précisions. je t'en prie. Alors, le CMV, peut-on quand même le contacter? Oui, il y a des réinfestations qui sont rarissimes mais graves. Le CMV, faites gaffe dans le premier trimestre. Faites une sérologie, vous êtes positive. Bon, c'est plutôt zen, mais la probabilité de choper le CMV et qu'il y ait une infection grave, si c'est au deuxième ou troisième trimestre, soyez zen. Mais lavez-vous les mains et léchez pas les chandelles du bébé. Votre bébé pleure, ouais, c'est super sympa, les larmes c'est salé, je lui fais des bisous. Non, non, non. On ne boit pas les larmes salées, on récupère les larmes salées, on les met dans les pattes et de toute façon ça sera cuit, il n'y a pas de risque. Voilà, c'est ça. C'est Bon, ça. bah, allez. Bon, bah écoute, voilà. Donc, grâce à Nabla, on va pouvoir continuer à poser des questions. Vous allez Ouais. pouvoir continuer à poser des questions. Et nous, on va pouvoir vous répondre. Voilà. Et grâce à Nabla, c'est l'application sans blabla. Voilà. Merci pour le slogan. Je vais en parler au Ouais, COMEX. je vois. Et après, c'est Nabla Blacard. Et après, tu vois là, il y a plein d'idées. Enfin, on en parlera en off, mais grâce à Nabla, la médecine sans blabla. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Cadeau. Merci.
offrirai un coup à Bon, boire. Véronique, à bientôt. Au revoir tout le monde. Amusez-vous bien et passez une bonne Merci soirée. beaucoup. Toi aussi, merci beaucoup. Salut Thierry. Ciao. On se déconnecte. Ouais. Tic.